un épanchement de la cavité péritoniale qu'on appelle l'ascite. Donc, normalement, j'ai partagé mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? D'accord, très bien, parfait. Donc, je vais commencer cette conduite à tenir sous forme d'un cas clinique et on va essayer de répondre aux problèmes posés par ce patient. Donc, c'est un patient âgé de 54 ans, originaire et demeurant à Psyla, marié, père de 5 enfants vivant bien portants. Antécédents personnels médicaux, il a un antécédent de pancréatite aiguë à l'âge de 45 ans, d'étiologie biliaire. Chirurgicaux, cholestectomie à l'âge de 46 ans. Toxique, il présente un tabagisme actif non sevré à raison de 30 paquets par année. Toxicomanie et prise d'alcool à l'âge de 20 ans, sevré à l'âge de 30 ans. Pour les antécédents familiaux, il a un père décédé d'un cancer colorectal à l'âge de 62 ans. Donc, ce patient se présente au PE pour une gêne respiratoire avec augmentation du périmètre abdominal depuis 15 jours. L'examen clinique retrouve un patient conscient, coopératif, bonne coloration cutanéo-muqueuse, une tension 120-70, fréquence cardiaque 95, fréquence respiratoire 28, c'est 28 par minute, température à 35,5. Notion d'amaigrissement depuis un mois non chiffré, l'examen de l'abdomen, abdomen augmenté de volume. La palpation, donc on retrouve une matité déclive, dessinant une courbe concave vers le haut. Pour le bilan biologique d'hémoglobine, il est à 10, taux de plaquettes 70 000, globules blancs à 10 000, azatala 3 fois la normale, rubine elle est à 1 fois et demi la normale, le TP à 55%, le bilan rénal est correct, l'albumine est à 25 grammes par décilitre. Donc, quel est votre diagnostic? Donc là, on va essayer de voir c'est quoi le problème posé par le patient. Donc, on sait, d'après l'énoncé, donc, il consulte pour augmentation du périmètre abdominal. Il y a notion d'amaigrissement. Donc, il y a une matité à la palpation. Le bilan, il y a une anémie. Il y a une thrombopénie à 70 000. Donc, une hyperleucocytose, globule blanc à 10 000, c'est normal, avec un bilan hépatique qui est perturbé et un TP qui est bas. Même le TP, il est bas. Donc, on commence. C'est quoi un épanchement liquidien de la cavité péritoniale? C'est quoi? Donc, il peut être non purulent ou bien purulent, non sanglant. Donc, il n'y a pas de sang. D'épanchement liquidien. On parle d'épanchement liquidien. Donc, il est non purulent. Donc, on ne parle pas de péritonite. Donc, il n'y a pas de péritonite. Il n'y a pas de sang. Donc, il n'y a pas d'hémopéritoine. Et il n'y a pas de bile aussi. Donc, il y a un liquide qui n'est ni bilieux, ni purulent, ni sanguin. La définition de l'épanchement est la présence du liquide ou de gaz dans une partie du corps qui ne renferme pas. Normalement, on ne doit pas avoir un liquide dans le péritoine. Ce liquide peut être transsudatif ou exsudatif. Quand il est transsudatif, il est défini par un suintement d'un liquide au niveau de la surface non inflammée et obéissant seulement à des lois mécaniques, donc il est d'origine mécanique. Il résulte, c'est un déséquilibre entre une pression hydrostatique et une pression oncotique.
La partie, quand il est exsudatif, il est d'origine inflammatoire. Donc, c'est un suintement d'un liquide syrofibreux à travers une muqueuse inflammée. Le diagnostic positif, le sujet est atteint d'une maladie connue pour cause d'une ascite. Donc, pour aller dire que c'est un épanchement, donc vous avez certaines anomalies qui vont, certaines pathologies qui vont se manifester par une ascite. On va les voir une par une. Sur le plan clinique, il y a une augmentation du volume de l'abdomen et votre examen physique va retrouver une matité abdominale déclive, mobilisable à limite supérieure horizontale, dessinant une courbe concave en haut. Anatomiquement, sur le trajet en dégubitus dorsal. Bon, bien sûr, avant, on reconnaît sur un équidien, donc il faut discuter, éliminer le diagnostic différentiel, éliminer ce qui n'est pas un épanchement liquidien, une grossesse, un globe vésical, un volumineux kyste ovarien, kyste de mésentère, météorisme abdominal et une obésité. Éliminer ce qui n'est pas un épanchement acétique, donc on a déjà dit que l'épanchement acétique, donc il n'y a ni sang, ni bile, ni pus, donc même une hydatidopéritoine, c'est un kyste hydatique qui se rend dans le péritoine, donc il n'y a pas tout ça n'existe pas en cas d'épanchement acétique. Donc, pour aller faire le diagnostic positif, bien sûr, donc vous avez votre interrogatoire. Vous allez prendre l'état civil du patient, l'âge, le sexe, l'origine, lieu de résidence, la profession. Pour les antécédents, vous allez, comme une observation clinique, hein, donc antécédents personnels, médicaux, logicaux, antécédents familiaux, les habitudes toxiques, le comptage de tuberculose ou virale. Donc, on peut avoir une tuberculose péritoniale qui va se manifester par une acide. Bien sûr, après les antécédents, vous avez l'histoire de la maladie. Vous allez essayer de faire ressortir quelques éléments. Donc, la date et mode de début de cette augmentation du volume abdominal, elle est brutale, elle est progressive. Cherchez les signes accompagnateurs, altération de l'état général, une douleur, une fièvre, vomissement, trouble de transit, facteurs déclenchants ou sédatifs. L'examen physique, toujours dans le diagnostic positif, vous allez essayer de voir la forme de l'abdomen. Est-ce que l'ombilique est déplissé? Donc, généralement, l'ombilique est déplissé quand vous avez une acide de grande abondance. À la percussion, vous allez chercher une matité qui est franchement déclive et la limite supérieure concave vers le haut. À la palpation, vous avez deux signes qui sont très importants, le signe de glaçon et le signe de flot. Donc, le signe de glaçon qui va vous permettre de chercher, parce que votre examen clinique est très difficile à réaliser, donc vous allez chercher le signe des glaçons à la recherche d'une hépato ou bien une splénomégalie. Le signe de flot, il a pour intérêt de chercher, de vérifier est-ce que votre acide est libre ou bien elle est cloisonnée. Rechercher les complications de cet acide. Donc, ça va vous permettre d'éliminer les autres types d'épanchement pleural, péritonéal. Donc, bien sûr, à l'examen général, pour un examen hémodynamique, signe de compression. Donc, quand il y a une compression, quand il y a une acide de grande abondance, donc généralement, c'est des maladies spléniques. Donc, on peut avoir une cyanose, une tachycardie, une oligurie, une constipation par compression. Pour l'examen pleuropulmonaire, recherchez un épanchement pleural à droite. Donc, il peut être associé avec un épanchement pleural, mais qui est surtout à droite. Cherchez une fièvre, un sepsis de paroi.
En se basant uniquement sur les données disponibles, quelles sont les étiologies à évoquer en première chez notre patient? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Carcinose péritonéale, hypertension portale, HTP, infection comme la tuberculose. D'accord. Donc, voilà ce qu'on peut, les principales causes de l'acide qu'on doit discuter. Donc, sur le plan clinique, si vous avez un foie de cirrhose, donc, normalement, on aura une hypertension portale, une insuffisance hépatocellulaire. L'hépatomégalie n'est pas constante, donc soit on a une hépatomégalie ou bien une atrophie du foie en cas de cirrhose. L'acide, elle est de type transsudatif, donc un taux de protéines qui est inférieur à 20 grammes par jour, par litre, généralement, et la cellularité 250, inférieure à 250 cellules PNN ou autres. Paraclinique, pour le diagnostic de la cirrhose, il y a des éléments qui sont, on peut, si on a une HCP, insuffisance cellulaire, donc on peut demander, avant d'aller faire la PBH, faire un fibroscan par exemple. Une acide infectée, donc en cas de surinfection de liquide acide, ce que vous avez une douleur, une fièvre, on peut avoir une encéphalopathie hépatique. Le taux de protéines est variable, donc il peut être inférieur à 10 carrément. Par contre, la cellularité, vous avez, pour parler d'une surinfection de liquide acide, vous avez un taux de PNN qui dépasse les 250. Et pour le diagnostic, c'est l'examen bactériologique qui va vous répondre par rapport à cet acide infecté ou pas. Un bloc sus-hépatique, donc une hépatomégalie, donc généralement c'est une hépatomégalie, donc le syndrome du Budd-Chiari. Donc c'est une hépatomégalie qui est plus ou moins douloureuse. L'acide dans le syndrome de Budd-Chiari peut être transsudatif ou exsudatif. C'est pratiquement la seule étiologie où le taux de protéines dans l'acide est variable. La cellularité est inférieure à 250 et pour faire le diagnostic de ce bloc sus-hépatique, il faut faire une écho Doppler. Pour la tuberculose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher une notion de comptage, une imprégnation avec des signes tuberculeux. L'EDR, ce n'est pas évident, donc il est généralement positif dans 30% seulement des cas. Mais avec un taux de protéines qui dépasse les 30 grammes, donc reprenez ça, donc quand ça dépasse les 30 grammes, c'est exsudatif, quand c'est inférieur à 30 grammes, c'est transsudatif. La cellularité, elle est à prédominance lymphocytaire. Et pour le diagnostic de la tuberculose péritonéale, on fait une laparoscopie avec biopsie. Ça, on va voir tout ça, le cours pour la tuberculose, votre dernier cours, la tuberculose, l'appareil digestif. Dans les acides tumorales, donc ce qu'on a comme élément qui oriente vers une acide tumorale, vous avez un amaigrissement, donc en présence d'une acide, tumeur abdominale, quel que soit ce type de tumeur, le taux de protéines est supérieur à 30 grammes, cellularité, généralement on peut tomber sur des cellules néoplasiques qui dépassent les 300 cellules par millimètre cube. Et le diagnostic est fait grâce à la laparoscopie aussi, ou bien grâce à la TDR. Pour l'acide cardiaque, donc généralement c'est une insuffisance cardiaque droite. Taux de protéines, il est aussi variable, mais généralement il ne dépasse pas les 30 grammes par litre. Cellularité, elle est faible. Et pour faire le diagnostic d'une pathologie cardiaque, il faut un ECG et une écho-cœur. Le diagnostic à évoquer, donc, pour parler de problème tumoral, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'âge,
Donc, généralement, tout ce qui est tumoral, on le voit à un âge avancé. Donc, la notion de tabac plus alcool, parce que vous savez que le tabac et l'alcool sont incriminés, par exemple, dans le niveau de l'œsophage, qui a aussi le pancréas. Vous allez aussi chercher après les antécédents familiaux, comme le cancer colorectal que vous avez vu cet après-midi. Donc, vous allez chercher cet antécédent. Pour la cirrhose, donc vous avez la notion d'alcool, l'anémie, donc votre patient est anémique, il y a une thrombopénie, il y a une cytolyse avec un bilan hépatique perturbé, et vous avez un TP bas et un taux d'albumine qui est bas. Pour évoquer le diagnostic de la tuberculose, donc, vous savez très bien que l'Algérie est considérée comme un pays d'endémie, donc il faut rechercher la notion de comptage. L'amaigrissement, qui est un signe important dans la tuberculose péritonéale. Une gêne respiratoire polypnée, donc vous pouvez ici, quand vous avez une gêne respiratoire, donc ne pas dire que c'est par rapport à l'acide, donc il faut chercher est-ce qu'il n'y a pas d'épanchement qui est associé ou pas. Donc le patient peut faire deux problèmes, un épanchement, une tuberculose pleurale et une tuberculose péritonéale. Qu'est-ce que vous faites à ce stade? Donc à ce stade, on a un patient avec des données cliniques, on a une augmentation de volume abdominal, on a des éléments cliniques qui disent qu'il y a un épanchement pleural. Qu'est-ce qu'on fait à ce stade? Bon, vous avez vu la plaque. Donc, il faut faire une ponction d'acide exploratrice. Donc, on ne fait jamais de ponction évacuatrice si on ne connaît pas la nature de cet acide. Donc, il faut toujours commencer par une ponction d'acide exploratrice. Donc, vous avez une ligne ombilicale avec l'épine iliaque antéro-supérieure. Donc, vous allez tracer une ligne. Vous avez 2 tiers vers l'intérieur et un tiers vers l'extérieur, ou bien vous piquez carrément en plein matité. Donc, après cette ponction, donc, ce qu'il faut faire, déjà, l'aspect macroscopique, vous allez voir la couleur de ce liquide. Est-ce que c'est un liquide jaune citrin? Est-ce qu'il est lactescent? Est-ce qu'il est hémorragique? Est-ce qu'il y a du pus? Est-ce qu'il y a de la bile? Donc, vous allez chercher après ça. Ça, c'est l'aspect après votre ponction. Vous allez le voir sur un tube. Et vous allez faire des prélèvements, bien sûr, et vous envoyer en biochimie, en bactério, et vous pouvez même envoyer en histo pour avoir le type de cellule. Donc, en biochimie, on va vous répondre. On va vous donner le taux de protéines. Ils vont vous chercher après les enzymes pancréatiques. Est-ce que peut-être bien que c'est une rupture pancréatique? Taux de cholestérol, triglycérides. Ils vont chercher aussi après les polynucléaires neutrophiles, le type de cellularité, donc les lymphocytes, les cellules mésothéliales, les cellules anormales ou bien les cellules néoplasiques. En bactériaux, ils vont vous faire un examen direct pour déterminer déjà le taux de PNL et essayer d'isoler la bactérie qui est responsable de ce problème. Donc, on ne connaît pas, on n'a pas encore une réponse, mais généralement, voilà ce qu'on attend des laboratoires. La ponction exploratrice du liquide d'acide, on retrouve un liquide chez notre patient, on retrouve un liquide jaune citrin avec un taux de protides à 22, donc taux d'albumine à 18, taux de PNN à 15, quelques hématies et leucocytes, et l'examen direct est négatif. Donc c'est un examen, c'est un liquide qui est stérile, donc c'est un acide qui est transudatif. De quoi s'agit-il? Quel examen complémentaire réalisez-vous? Vous allez faire quoi? Donc, il s'agit de quoi chez notre patient? Très bien, c'est une cirrhose. J'ai une réponse. Première réponse, c'est une cirrhose.
Donc, il y a une seule personne qui a parlé de cirrhose. Donc, IDR à la tuberculine, pourquoi? Donc, ça y est, donc, tu as des éléments en faveur d'une cirrhose, pourquoi tu vas faire un IDR à la tuberculine ce n'est pas un signe pathognomonique. J'ai déjà dit qu'il est généralement positif que dans 30% des cas. Donc, tu ne peux pas te baser sur. Donc, il y a ceux qui parlent de faire un scanner. En paraclinique, on fait un fibroscan. Non. Donc, fibroscan, on ne le fait pas quand il y a une acide. Le fibroscan, donc, c'est une onde qui est envoyée par une sonde vers le foie. Et quand tu as un épanchement péritonéal, ton examen sera faussé à ce stade. Il y a ceux qui ont répondu à une échographie, d'accord? On va voir. Très bien. Donc, pour les gens qui ont dit examen morphologique, donc, il faut faire une écho abdominale. Parce que n'oubliez pas, le diagnostic de l'acide, c'est un diagnostic qui est clinique. On reste clinique. Donc, c'est un diagnostic clinique. Donc, si vous faites une échographie, bon, pour dire qu'on est sûr une acide, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'explorer le foie et les organes intrapéritonéaux. Donc, cherchez un foie qui est dysmorphique. Si vous avez un foie dysmorphique, ça veut dire que vous êtes sur un foie de cirrhose. La TDM, elle trouve son intérêt en cas de carcinose péritonéale. Donc là, on n'est pas devant une carcinose péritonéale, sachant que le taux de protéines est orienté vers une acide qui est transudative. Donc, il peut vous montrer, parler de carcinose péritonéale, un épaississement, donc tout ça, on peut le voir en scanner. La laparoscopie, elle trouve son intérêt dans les tuberculoses, dans les acides de type tuberculose, ou bien néoplasique quand il y a une atteinte mésothélienne. Pour l'examen de la cavité péritonéale et la réalisation des abscisses. Voilà l'intérêt de la laparoscopie. Mais pour notre malade présente un taux de protéines dans l'équipe d'acide qui est à 22, donc il n'y a pas d'intérêt d'aller faire une laparoscopie. Quels sont les diagnostics qu'on peut retrouver en cas d'acide transudatif? Vous avez la cirrhose entre milieu, un tableau de Nassar, un syndrome néphrotique, une nutrition, une entéropathie exudative, syndrome de démence. Donc, tout ça, pour la cirrhose, la acidification, vous avez déjà vu ça, c'est une décompensation acétique. Donc ça, c'est parmi les décompensations trouvées chez le cirrhotique. C'est un signe de gravité de la cirrhose, donc quand le patient commence à décompenser sa cirrhose, donc ça veut dire que l'insuffisance hépatobiliaire est très importante. Elle est souvent la manifestation clinique de la prise en maladie du foie, donc on peut faire le diagnostic de la cirrhose par une décompensation scientifique. Les facteurs cherchés, les facteurs, c'est quoi les facteurs déclenchants? Une infection bactérienne, il faut l'éliminer. Donc, une infection bactérienne. L'hémorragie digestive, quand vous avez fait le DT sur les hémorragies digestives, il vous a parlé un peu de la décompensation hémorragique cirrhotique, donc elle peut déclencher l'apparition de l'acide. C'est ça qu'on met une antibiothérapie prophylactique contre la surabsorption d'acide. Donc cet acide peut expliquer une série de la maladie causale, une insuffisance rénale, syndrome hépatorénal, ou bien on peut retrouver aussi cet acide en cas de thrombose. Le liquide acide est non affecté au cours de la cirrhose et prend l'homocystion protéine. Donc voilà. Et c'est un liquide, je pense ça. Le gradient de l'albumine sirone plus l'acide gaza, il est supérieur. Quand il est supérieur, on sait que le gaza est supérieur. Donc pour nous, c'est une acide de type transudatif.
Donc, sérotique, la fonction sérotique. Quel est votre conduite organique? Vous allez faire quoi? Donc, maintenant, vous avez la nature de votre acide. On va faire quoi? Je vais voir ce que j'ai. Donc, ça y est, vous avez le diacide dans le c'est que c'est une acide constitutive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Hospitalisation du patient, parce qu'on a parlé de première décompensation, on a la première décompensation, donc c'est un motif d'hospitalisation. Donc, il faut hospitaliser vos patients, faire une ponction évacuative de l'acide avec supplémentation d'albumique parce que le patient est symptomatique. D'accord. Donc, le laïus, on a parlé qu'il est défini, il y a un respiratoire, donc il faut soulager votre patient. Donc, il faut commencer par ça, mais on fait une seule ponction d'acide. Donc, si vous enlevez plus de 5 litres, donc il faut que supplémentez votre patient avec de l'albumique. Comme c'est une cirrhose, il faut calculer le chai. Il faut donner des noms, calculer votre chai. Il est très important de connaître la classification de chai et classer votre patient si vous avez un patient qui est sérotique. Faire le bilan étiologique de cette cirrhose. On ne connaît pas encore l'étiologie de cette cirrhose. Donc là, on a une sérologie virale positive, donc vous allez faire le bilan qu'il faut, vous allez commencer par demander les sérologies B et C, et là, pour votre patient, il a une sérologie virale B positive, donc c'est une cirrhose virale B. La fibroscopie chez votre patient est sans anomalie. Je vous ai dit que j'ai déjà parlé, même professeur de physique vous a parlé des méthodes non invasives pour suspecter la présence de varices œsophagienne ou pas. Mais maintenant, on a une acide qui va gêner le fibroscan. Donc, à ce moment-là, il faut aller faire une fibroscopie parce que chez le sérotique, il faut chercher deux problèmes. Premièrement, l'existence des varices. Deuxièmement, le dépistage par rapport au carcinome hépatocellulaire. Donc, la fibroscopie de votre patient, n'a pas de varices œsophagienne. À sa sortie de l'hôpital, le malade a bénéficié d'un traitement pour l'acide avec contrôle régulier. Vous donnez quel traitement, comment surveiller et à quel rythme. Allez, les gens. Il y a une question inférieure à 5 litres, pas de supplément. Oui, si tu ponctions, tu enlèves inférieur à 3 litres, tu donnes rien. Si tu enlèves entre 3 et 5 litres, tu mets une perfusion pour protéger le rein, hein, d'accord. Donc, hospitalisation diurétique. Non, n'oubliez pas que votre patient est symptomatique. C'est vrai qu'il faut donner les diurétiques, mais votre patient est symptomatique, il est cyanodé, donc c'est pour ça que tu dois le soulager et à la sortie, sa sortie de l'hôpital, tu ne vas pas le garder 2 mois à l'hôpital. Donc tu as pu avoir le diagnostic et l'origine de cet acide. Donc ce que tu dois faire, c'est le soulager et mettre les diurétiques. Maintenant les diurétiques, mais à quelle dose? Quels sont les diurétiques qu'on donne chez le sérotique? Essayez de répondre au niveau question-réponse parce que je ne veux pas faire aller-retour vers la conversation et question-réponse. Là, je prends que les gens qui répondent sur la partie question-réponse. Donc, antibiotiques, pourquoi tu veux donner des antibiotiques? Donc, spironolactone, très bien, parfait. Les deux diurétiques qu'on donne, on donne la spironolactone et on donne les diurétiques. Excusez-moi un moment, je reviens.
Donc, furosemide, fluoroquinolone, on a dit que c'est un liquide qui est stérile. Tu n'as pas à donner des antibiotiques, spironolactone, furosémide. J'ai bien aimé celui qui a aussi parlé de traitement de l'hépatite B, très bien. Donc, il ne faut pas oublier de mettre un traitement pour l'hépatite B. C'est vrai qu'on agit sur l'acide, mais il ne faut pas oublier que le diagnostic est une hépatite B, cirrhose post-virale B, et on doit mettre un traitement pour l'hépatite B, je suis d'accord. Ponction d'acide et albumine, non. Donc maintenant, on a soulagé le patient et à sa sortie de l'hôpital, on doit mettre les diurétiques. Donc, traitement de l'hépatopathie sous-jacente, c'est le traitement de l'hépatite B. Régime hyposodé, il est indiqué qu'en cas d'acide de grande abondance. Donc là, on a un acide de grande abondance qui est symptomatique. Donc il y a une dyspnée, une gêne respiratoire. Donc on peut demander au patient de faire un régime hyposodé. Et le traitement, c'est les diurétiques. Donc le régime hyposodé, c'est 2 à 5 grammes par jour de sel. Peut conduire à la perte progressive du poids, mais ça prend du temps. Pas de restriction hydrique, sauf s'il y a hyponatrémie, en l'absence d'une insuffisance rénale. Donc ça, c'est clair. Le spironolactone, donc vous voyez que c'est des patients qu'on voit, donc vous commencez à une dose de 100, c'est des commençants, et la dose maximale, on commence à 100, et la dose maximale, elle est à 400. Pour le furosémide, on commence à un comprimé à 40 patients, donc chaque 3 jours, et on augmente la dose chaque 3 jours jusqu'à arriver à une dose maximale de 160. L'objectif, c'est quoi, d'après l'OMS? Donc, perte de poids de 1 kg par jour si présence des œdèmes des membres inférieurs. Si vous avez des œdèmes des membres inférieurs, votre objectif par rapport à ce traitement, c'est une perte de poids de 1 kg par jour. En l'absence d'œdème des membres inférieurs, votre objectif, donc, c'est diminuer donc, aux alentours, donc inférieur à un demi-kilo par jour, en absence d'œdème. La surveillance régulière hebdomadaire, donc il y a des patients, donc c'est la surveillance, elle est entre 3 et 5 jours. Donc, vous revoyez votre patient entre 3 et 5 jours pour ajuster les doses. Donc, vous prenez le poids initial de votre patient et vous allez le contrôler après la spironolactone, après 5 jours de traitement. Vous allez le peser et vous voir est-ce qu'il y a une différence ou pas. Bien sûr, vous allez chercher après pour la polyurie aussi. Si cette dose ne suffit pas, vous pouvez rajouter un deuxième comprimé d'aldactone et vous renvoyez le patient à 5 jours, donc à 10 jours. Si ça ne marche pas, vous rajoutez du furosémide. Si ça ne marche pas, vous rajoutez un deuxième comprimé de furosémide et vous augmentez les doses jusqu'à arriver à des doses maximales de spironolactone, d'aldactone à 400 et de l'azélix à 160. Bien sûr, avant de mettre le traitement, il faut avoir une fonction rénale très importante. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un qui présente une hyponatrémie, donc mettre furosémide chez quelqu'un qui a une hyponatrémie, ou bien quelqu'un qui a une insuffisance rénale. Donc, avant de faire ça, il faut... donc, j'arrive, ne soyez pas pressés. Donc, ionogramme sanguin, donc c'est un élément de surveillance. Vous allez demander un bilan par semaine pour ce patient. L'arrêt des diurétiques, voilà les conditions pour arrêter les diurétiques. Une hyponatrémie inférieure à 100 milliequivalents par millimol par litre, une insuffisance rénale, une acidose métabolique,
une hypercalémie parce que le spironolactone est un épargneur de potassium, donc il va garder le potassium. Si vous mettez donc l'aldactone, vous allez aggraver cette hypercalémie. En cas d'encéphalopathie hépatique, il faut arrêter les diurétiques, et en cas de gynécomastie douloureuse. L'aldactone est parmi ses effets secondaires, vous avez une gynécomastie douloureuse. On a eu un garçon, il avait 18 ans, une maladie de Wilson. Il était au stade de cirrhose en décompensation acétique. Donc, il faisait à chaque fois des décompensations acétiques. Donc, peut-être bien, il a fait 3 ou 4 décompensations acétiques par an. Donc, on l'a mis sous aldactone. Donc, une fois, il vient en consultation. Et quand j'ai examiné, j'ai vu qu'il a mis du sparadrap sur ses seins. Bon, j'avais compris le truc, mais vous voyez que ça l'a gêné tellement qu'il a mis du sparadrap pour essayer de cacher ce qu'il avait comme effet secondaire. Donc, on a arrêté chez lui les diurétiques. Maintenant, il va très bien. Donc, il a été transplanté. Il va très bien. Donc, je pense que maintenant, il a peut-être bien 25 ans, 26 ans. Il se porte à merveille. Mais la gynécomastie est un effet secondaire que ce soit chez la femme ou chez l'homme, hein, donc douloureuse. Donc, il faut arrêter le diurétique. 2 semaines après sa sortie de l'hôpital, le patient revient au PU avec un tableau de fièvre chiffré à 37, une douleur abdominale et est survenue d'une diarrhée. Donc, qu'est-ce que vous suspectez? Vous allez suspecter quoi? Donc, c'est un patient, il a une acide, on a mis un traitement, on l'a soulagé au début, on a mis un traitement et il est sous diurétique, il revient 15 jours après avec une fièvre, une douleur abdominale et une diarrhée. Très bien, parfait. Donc, c'est une infection, donc on doit suspecter une infection de liquide d'acide. Pourquoi hépatite E? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Non, ce n'est pas une hépatite E. Tu as une acide. Tu as un épanchement péritonéal. Chez le patient, on n'a pas encore parlé. Est-ce qu'il a bien répondu? Est-ce que l'acide a disparu ou pas? Donc, pour nous, il est parti. Donc, on a fait ce qu'il faut. Il est pseudo-diurétique. Il revient avec la fièvre, des douleurs. C'est des signes indirects de la surinfection de liquide d'acide. Donc, faites attention à ça. Donc, il a une surinfection de liquide d'acide. Très bien. Donc, la plupart des gens ont répondu infection de liquide. Très bien. Donc, une infection de liquide d'acide. Une infection de liquide d'acide est suspectée chez un cirrhotique en décompensation acétique devant les éléments suivants. Une fièvre, une hypothermie, une douleur abdominale, une décompensation de la cirrhose autre que l'acide, par exemple une encéphalopathie hépatique, une insuffisance rénale et une diarrhée. Tout ça, c'est des signes indirects. Je ne dis pas que c'est des signes pathognomoniques, mais c'est des signes qui nous poussent à penser à une surinfection de liquide d'acide, à une infection de liquide d'acide. Donc, on a fait un bilan biologique, donc globules blancs à 16 000, la CRP est positive, le bilan rénal est correct. La ponction d'acide, donc le liquide est trouble et un taux de PNN est supérieur à 300. Donc, l'examen direct et culture sont négatifs. Donc, on n'a pas, l'étude bactériologique n'a pas retrouvé de germe. Quel est votre diagnostic? Donc, déjà, vous avez répondu à cette question. C'est une infection spontanée de liquide d'acide. Donc, quand ça dépasse, le taux de PNN dépasse à 250, dépasse les 250, à ce moment-là, vous avez le droit de parler de surinfection de liquide d'acide, malgré que l'examen bactériologique est négatif. Donc, s'il y a ça, donc c'est une infection spontanée de liquide d'acide.
Ça, c'est un élément de diagnostic. Le deuxième élément de diagnostic, c'est d'isoler le germe responsable de cette surinfection de liquide d'acide. Quel est le traitement? Je vais voir antibiotiques à large spectre, d'accord. Cirrhose. Antibiotiques. Vous donnez que des antibiotiques. C'est ça le traitement de la surinfection de liquide d'acide, vous êtes sûr? Fragile, céphalosporine troisième génération. Ah, d'accord, maintenant on a compris, il y a une surinfection de liquide. Pardon, j'ai anticipé. Il y a une surinfection de liquide d'acide. Oui, bien sûr, tu dois mettre des antibiotiques. Mais est-ce que le protocole thérapeutique d'une surinfection d'acide, tu as que les antibiotiques? Est-ce que tu n'y a pas autre chose à ajouter? Augmentin. Non, je ne parle pas d'antibiotiques. De l'albumine. Donc voilà le protocole. Donc une antibiothérapie à large spectre. Mais n'oubliez pas, l'albumine fait partie de votre arsenal thérapeutique. Le premier jour, donc on donne 1,5 g par kilo au moment du diagnostic d'albumine. Et après 3 jours, je donne 1 g par kilo AG3. Donc, voilà le protocole. Donc, une antibiothérapie à large spectre et de l'albumine. AJ3, donc 48 heures après le diagnostic, je fais ma ponction pour voir l'évolution. Est-ce que le patient répond à ce schéma thérapeutique ou pas? Parce que tout protocole thérapeutique a un but. Donc, on met pas, quand on met un schéma thérapeutique, ou là on propose un schéma thérapeutique, généralement, on a des objectifs à atteindre avec ce schéma thérapeutique. Donc, à J3, une ponction a été faite qui retrouve un taux de PNL à 100. Vous pensez que c'est une bonne évolution ou pas? C'est une bonne. Le monsieur qui est en train de répondre cirrhose, à des spectateurs anonymes, je ne comprends pas pourquoi il parle de cirrhose. Là, on est devant soit tu es out, tu n'as rien compris à ce cas clinique, soit tu es en train de te foutre de notre gueule. Je ne sais pas ce que tu veux, mais là, on parle sur infection de liquide d'acide. Donc, l'évolution est bonne parce qu'on a un taux de PNL qui est diminué de plus de 50% par rapport à la première ponction. Donc, maintenant, il faut penser à une prévention. Donc, si le taux de protéines dans l'acide est bas, donc c'est entre 10 et 15 grammes par litre, s'il y a un antécédent d'infection de liquide d'acide, on peut mettre de la norofloxacine, 400 mg par jour, au long cours. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous avez ces deux conditions, un taux de protéines dans le liquide acide qui est entre 10 et 15, ou bien votre patient a déjà fait une infection de liquide d'acide, on a le droit de mettre de la norofloxacine 400 mg par jour au long cours. Cette norofloxacine, ou bien une céphalosporine de troisième génération, est proposée aux patients qui fait une hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes. Donc, on peut donner ça en prévention de la surinfection de liquide d'acide pendant 7 jours. Quand vous avez quelqu'un qui fait une hémorragie digestive, on a parlé de mettre le patient sous antibiothérapie pour prévention de la surinfection de liquide d'acide
et on met un traitement prophylactique pour l'encéphalopathie hépatique. Ça, pour quelqu'un qui a une hémorragie digestive. Et si votre patient a ces deux éléments, donc vous mettez de la norofloxacine, 400 mg par jour au long cours. Ça, c'est pour le cas clinique de l'acide. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne voulais pas parler de la tuberculose, parce que tuberculose, il n'y a pas pratiquement un cours qui est dédié à ça. Pour les cancers, pour la néoplasie, le carcinome péritonéal, normalement, dans chaque cours où on a parlé de cancer, on vous a parlé de carcinome péritonéal. Donc, j'ai parlé un peu d'acide, j'ai donné les généralités, comment on fait le diagnostic positif. Donc, diagnostic positif, il faut un interrogatoire, l'examen clinique, et vous avez les diagnostics différentiels qu'il faut éliminer. Donc, on a parlé de ça. Et ce cas clinique est dédié à quelqu'un qui est sérotique et qui fait une décompensation. Donc, quand vous avez une décompensation, première décompensation acétique, ou là, c'est la décompensation acétique qui révèle le diagnostic de la cirrhose, n'oubliez pas surtout, associé avec le traitement de votre acide, d'associer un traitement de la pathologie causale. Hein. Donc, si c'est une hépatite C, il faut mettre un traitement. Si c'est une maladie d'huile sang, il faut mettre un traitement. Si c'est une CBP, mettre un traitement. Donc, en association, donc traiter le problème et traiter ce qui a causé cette décompensation acétique. La surinfection est un événement très grave dans la vie d'un cirrhotique. Donc, c'est pour ça qu'on met un traitement préventif au cas d'hémorragie digestive. Et vous voyez que la prise en charge ne nécessite pas grand-chose. Hein. Donc, antibiothérapie, de l'albumine. Mais s'il y a un retard de diagnostic, donc vous pouvez avoir un syndrome infectieux, une septicémie. N'oubliez pas que le patient sérotique est un patient immunodéprimé. Donc, je vais voir, est-ce que vous avez des questions par rapport à... S'il vous plaît, docteur, dans les hémorragies digestives hautes par rupture de varices œsophagiennes, si c'était dans un contexte de HTP avec un foie sain, est-ce que la prévention d'encéphalopathie hépatique, déjà, comment tu parles d'hémorragie digestive, foie sain, je n'ai pas compris pourquoi tu parles de foie sain, mais tu parles des problèmes, des blocs sous-hépatiques. Bloc sous-hépatique, thrombose porte, et est-ce que quand on a une rupture de varice œsophagienne suite à un bloc, une HTP segmentaire, est-ce qu'on fait, c'est la même prévention, hein? D'accord, c'est la même prévention. Maintenant, pour le syndrome de Budd-Chiari, donc il peut évoluer vers la cirrhose. Norofloxacine au long cours s'étend sur combien de temps? Donc, tu n'arrêtes pas. Tout simplement, s'il a fait d'autres surinfections de liquide d'acide où le taux d'albumine est entre 10 et 15, tu prends au long cours. On n'a pas précisé au long cours. Le traitement de l'encéphalopathie hépatique, c'est du lactulose. Hein. Tu donnes de lactulose. Par quel mécanisme l'hémorragie digestive provoque l'infection? C'est un patient qui est immunodéprimé, donc par translocation bactérienne. Vous connaissez le mécanisme. Donc, la bactérie qui est incriminée, c'est des Escherichia coli. Diminution des résistances. Donc là, tu as une augmentation de la translocation bactérienne. Pourquoi on a une acide oxydative dans le syndrome de Budd-Chiari? Tu n'as pas une acide oxydative dans le... J'ai dit qu'elle est variable. Elle est variable. Donc, elle peut être mécanique et elle peut être inflammatoire. Donc, le mécanisme est mixte. L'échographie lors de l'acide serait-elle bien claire, s'il vous plaît, à cause de la présence de l'acide? Quand tu fais une échographie, j'ai dit que quand vous avez une acide, le diagnostic reste clinique. Maintenant, tu as une acide, tu fais une échographie, bien sûr qu'elle soit claire. Bien sûr que tu vas voir le foie comment il est, la rate comment elle est. Généralement, l'échographie est gênée par la présence de gaz, hein? Donc, pas le liquide. Vos recommandations pour l'examen, s'il vous plaît.
Lia. Quelle recommandation? Prépare ton examen, il faut travailler. On vous a assuré des cours, il faut travailler dessus, là. Pas de recommandation, donc c'est pas la première fois que tu vas passer un examen. Donc tu prépares ton examen qui met les autres examens. Les diapos. Écoutez, cette histoire de diapos, j'ai donné à la déléguée de la rotation ce que j'avais. J'ai demandé au prof de m'envoyer des diapos, vous les aurez. Donc, n'oubliez pas, il y a des profs qui ne veulent pas donner leurs diapos. Je ne vais pas les obliger. Donc, j'ai envoyé un mail, j'attends le retour. Donc, une fois qu'ils sont chez moi, je les transmettrai à votre délégué de la rotation. Donc, docteur Simoussi, je vais donner à docteur Simoussi qui va vous transmettre tout ça. Pour prévenir l'infection d'acide, on dose l'albumine. Non, non, tu n'es pas obligé de doser l'albumine, hein. Donc là, tu as un antécédent. Si tu as un antécédent de surinfection de liquide d'acide, et si tu as un taux de protéines qui est entre 10 et 15, là, tu fais de la prévention. Donc, pourquoi l'épanchement pleural, c'est le côté droit qui est le plus atteint? Le système porte. S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez nous donner une caractéristique de chaque? Ça, je vais vous envoyer le tableau pour l'encéphalopathie hépatique. Donc, je ne sais pas ce que c'est ça que tu demandes. Est-ce que vous pouvez donner les caractéristiques de chaque grade d'encéphalopathie hépatique? Je vais vous envoyer sur votre groupe le tableau pour l'encéphalopathie hépatique. S'il vous plaît, j'entends rien. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Si tu n'entends rien, on va voir un ORL. Les bêta-bloqueurs avec acide infecté ou réfractaire ou intraitable sont contre-indiqués. Merci. Bon, si tu as une surinfection, tu as une infection de liquide acide, tu dois arrêter les bêta-bloqueurs parce qu'ils favorisent la pupitation microbienne. Quand l'acide est réfractaire ou intraitable, ce n'est pas ça l'objectif des bêta-bloqueurs. Les bêta-bloqueurs sont donnés pour la prévention des ruptures de varices œsophagiennes. Si tu as une surinfection, tu arrêtes juste le temps de régler le problème de l'infection des liquides d'acide. Et vous pouvez expliquer la dernière planche. Là, on a parlé de prévention. Donc, là, la question était claire. Donc, est-ce qu'il y a une bonne évolution? On a dit oui, parce que le taux de PNL est diminué de plus de 50%. On a une troisième contrôle, il faut qu'elle diminue au 70%. Mais là, est-ce qu'on fait une prévention ou pas? Donc, la dernière plaque. Donc, si tu as les deux conditions, tu as le droit de mettre conditions. Quelles sont les conditions? Taux de protéines dans le liquide d'acide qui est entre 10 et 15. Le malade a 22. Hada, il a 10 et 15. Donc, tu as chez quelqu'un qui a 10 et 15 grammes par litre de protéines dans le liquide d'acide, tu as le droit de mettre un traitement préventif. Si le patient a fait des antécédents d'infection de liquide d'acide, tu as le droit de mettre un traitement préventif. Ça, c'est première partie. Deuxième partie. En cas d'hémorragie digestive, tu le fais systématiquement. Il y a une hémorragie digestive par rupture de varices œsophagienne, tu donnes de la norofloxacine pendant 7 jours. Ou bien un céphalosporine de troisième génération. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas se casser trop la tête. Si tu as les conditions, tu as le droit de mettre un traitement préventif. Si tu es devant une hémorragie digestive, tu as le droit de mettre un traitement préventif. Dans quel cas, s'il ne répond pas à l'aldactone, tu associes avec de la Zélix. S'il ne répond pas à l'aldactone, tu rajoutes de la Zélix. Et tu augmentes les doses progressivement, tu vois, parce que c'est un patient que tu vas revoir, le peser, lui demander est-ce que
tu as une polyurie. Donc, c'est un traitement, l'azélie, qui est associé avec l'aldactone, la noradrie. La noradrie, elle est donnée en cas de syndrome hépatorénal ou bien en cas de syndrome hépatorénal. Maintenant, il y a un traitement quand vous avez un épanchement péritonéal et un épanchement pleural droit. Vous pouvez donner de la terléprécine ou bien de la stendostatine à libération prolongée. Ça se donne, ça règle le problème de l'épanchement, mais elle ne règle pas le problème de l'acide. Donc, noradrie, en cas de syndrome hépatorénal. Oui. Est-ce qu'on peut parler sur la mise en place? Le TIPS, il a une indication devant les acides intraitables ou là les acides réfractaires. Si ton patient ne répond pas au traitement diurétique, tu es devant un acide réfractaire, tu peux passer un TIPS. Si tu as une acide intraitable, ça veut dire qu'il y a une intolérance aux diurétiques, quel que soit le type d'intolérance. Donc, tu peux proposer un TIPS aussi. Chez chaque 48 heures, hein, donc tu fais première 48 heures, deuxième, donc 4 jours à 5 jours, tu refais. Maintenant, si tu as un taux de PNN, ça veut dire déjà le patient, vous avez vu que la diminution est inférieure à 50. Donc, si elle est inférieure à 50, ce n'est pas la peine d'aller faire un troisième contrôle parce que le risque, c'est le fait de manipuler, de placer, de faire à chaque fois ponctionner. Donc, tu peux être à l'origine d'une infection de liquide acide. Oui, norfloxacine est un antibiotique. Quel est le taux souhaité de PNN en premier lieu? Quand tu as un taux de PNN qui te pose le diagnostic à 250, 48 heures ou 48, 72 heures, tu fais une deuxième ponction. Si ça diminue inférieur à 50% la valeur initiale, à ce moment, il a bien répondu. Non, tu ne peux pas avoir une infection de liquide d'acide sans cirrhose. Hein. Cette histoire de proposer un type en cas d'encéphalopathie hépatique, c'est discuté cas par cas. D'accord? Donc, c'est discuté cas par cas. Donc, normalement, l'encéphalopathie hépatique contre-indique les TIPS, mais maintenant, avec les nouvelles prothèses, donc même chez quelqu'un qui fait une encéphalopathie hépatique, on peut le mettre. Sauf s'il y a une encéphalopathie hépatique chronique, à ce moment-là, on ne fait pas. Endoscopie, la pratiquer en urgence, d'anal caustique. L'endoscopie est faite entre 6 et 24 heures. Voilà pour le caustique. Bon, j'ai terminé avec l'acide. Donnez-moi des minutes et je vous ferai la conduite à tenir devant un syndrome douloureux épigastrique aigu. Maintenant, on va essayer d'avancer